À la une, la traditionnelle fête du travail a réuni toutes les organisations syndicales de l'île aujourd'hui. Si certains syndicats étaient en commune, près d'1 millier de personnes sont descendues dans les rues de Fort-de-France. Et le 1er mai, c'est aussi le jour où on offre du muguet. Donner cette fleur composée de petites cloches blanches à ses proches est une tradition française plus ou moins respectée. D'où vient la tradition? Justement, vos réponses à suivre. Ciel bleu et grand soleil sur toute la Martinique pour ce long week-end. Pour les professionnels du tourisme, les jours fériés du mois de mai tiendront leurs promesses. Quelle est la tendance? Partir ou rester? On fait le point dans quelques instants. Brandon Barrett-Ajax en jaune, le sociétaire du cycloclub vauclinois a remporté la seconde étape du Tour Junior de la Martinique. Il a franchi la ligne d'arrivée après un parcours de 72 km entre Fort-de-France et Sainte-Marie. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. La traditionnelle fête du travail a réuni toutes les organisations syndicales de l'île aujourd'hui. Dans un contexte de climat social tendu, si certaines avaient fait le choix de se réunir en commune, la plupart d'entre elles ont investi les rues de Fort-de-France. Une manifestation aussi très suivie par la population. Au cœur du cortège, Myriam Bakoula. De tracts au son des tambours et en chansons difficiles de circuler ce matin dans les rues de Fort-de-France. Ce matin, les organisations syndicales de Martinique sont parvenues à fédérer pour une fête du travail très suivie par la population, mais pas seulement. Moi, j'ai jamais raté une telle occasion et c'est pourquoi nous sommes là pour témoigner ensemble avec le groupe que nous représentons que ça va très mal, que ça ne peut pas continuer, que nous sommes candidats à la relève. Il y a un méga problème social à Martinique. Tant que les Martiniquais n'ont pas compris qu'il faut absolument se décréoliser, se décoloniser, eh bien nous n'allons pas pouvoir avancer dans ce pays-là. Ce n'est pas un climat social propre à la Martinique, c'est une conjoncture internationale que vous avez qui est très mauvaise. Donc la Martinique n'est pas au haut du monde, donc ça va aussi mal aussi, les travailleurs souffrent et tout le monde se mobilise. Et aux côtés des politiques, ces travailleurs et travailleuses qui font de ce 1er mai une date symbolique, un porte-voix. Avec les travailleuses, il y a aussi ce problème-là qui se pose. Les femmes sont dans une grande précarité, souvent dévalorisées au niveau du travail et tout. Donc, voilà. Une catégorie aura répondu à l'appel, les 18-25 ans, une tranche d'âge particulièrement concernée par la précarisation de l'emploi. Je suis enseignante en lettres anglais. J'ai 24 ans et c'est ma 2e année d'enseignement en Martinique. Et j'ai été affectée à Versailles pour continuer mon travail, mais je préférais rester chez moi. 60% des 18-25 ans au chômage, en tant qu'enseignante, moi, ça m'interpelle énormément. Et c'est un challenge pour nous, justement, de former cette génération pour leur permettre d'accéder à un emploi. Les syndicats jouent encore un rôle clé chez nous. Il suffisait ce matin d'observer les rues foyalaises pour s'en convaincre. Dans l'actualité sociale toujours, la pénibilité ainsi que la qualité de vie au travail. 2 thèmes abordés pendant 4 jours au cours d'une formation proposée par l'Union interprofessionnelle régionale de Martinique et la Confédération française démocratique du travail. Les participants de cette formation syndicale se sont réunis ce matin au foyer du centre nautique de Morne-Cabri au Lamentin. Les précisions du secrétaire général de l'UIRM CFDT recueillies par Myriam Bakoula. Quand on parle de pénibilité au travail, nous voyons aussi le dialogue social. Parce que tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons énormément. Mais s'il n'y a pas cette volonté des uns et des autres, employeurs et salariés, de faire au mieux, eh bien, je crois que ça pose de grosses difficultés. Nous essayons de l'expliquer à nos adhérents. La CFDT considère que s'il n'y a pas d'échange, on ne va pas y arriver. Alors on parle de pénibilité, mais c'est tous les jours on entend parler de burn-out par rapport à cela. On entend parler de déficience physique, etc., etc. Moi, je crois que ce sont des choses qui sont quelquefois imparables. Un accident arrive. Mais si nous nous y mettons ensemble, employeurs et salariés, on doit pouvoir arriver à obtenir quelque chose. Et le 1er mai, c'est aussi le jour où on offre du muguet. Donner cette fleur composée de petites cloches blanches à ses proches est une tradition française plus ou moins respectée. Et si on ne sait pas vraiment pourquoi on le donne, le plaisir d'offrir reste l'une des premières motivations. Volana Razafi Manonsoa l'a constaté ce matin dans les rues de Fort-de-France. C'est le symbole du 1er mai, le muguet. Aujourd'hui, les clients ont arpenté le marché à la recherche de ces petits brins. Mais à qui sont destinées toutes ces fleurs ? Pour ma
tante France, et pour ma mère, que je remercierai. Pour ma femme et pour mes enfants. Un pour ma femme, un pour ma maman. En principe, on offre ça aux gens qu'on aime. Faire plaisir à ceux qu'on aime en ce jour de fête du travail, pour tous, la raison est évidente. C'est la tradition au pays, donc je le respecte et donc j'ai toujours suivi quoi. Parce que c'est la tradition et il faut la préserver. Offrir du muguet le 1er mai, une tradition française, mais dont l'origine est sujette à débat. L'origine du muguet, c'est une ouvrière qui manifestait dans la rue des années 1900 et qu'on l'a tirée dessus, elle est morte avec son bouquet de muguet à la main. C'est là que les ouvriers ont décidé de manifester avec leur muguet et le drapeau rouge. Quand au mois de mai, la fleur sortait de terre, les gens en prenaient pour faire une infusion. Et les gens qui avaient des faiblesses cardiaques se revigoraient. Selon la légende, le muguet a été créé par Apollon pour ses muses. Les Gaulois, eux, prêtaient au muguet des vertus porte-bonheur. Porte-bonheur également au XVIe siècle où le roi Charles IX avait pour habitude d'offrir cette fleur à chaque femme de la cour. En 1941, le maréchal Pétain instaure le 1er mai comme fête du travail. Il remplace alors l'églantine rouge, symbole de la journée des travailleurs et jugée trop gauchisante, par le muguet. Pour Alick, peu importe de savoir d'où vient la tradition, le plus important pour elle, c'est le plaisir d'offrir, ou plutôt de vendre. Eh bien madame, je suis là. C'est le plaisir parce que c'est le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et les muguets symbolisent ça. Et puis ça me donne un petit sou en plus. Mais selon les vendeurs, cette journée ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Ça fait plusieurs années qu'on le fait, mais cette année, je trouve qu'il y a peut-être l'impression qu'il y a un petit peu moins d'acheteurs. Peut-être la crise financière, peut-être. La crise financière, mais peut-être aussi Internet. En effet, la tendance cette année est d'offrir du muguet virtuel. Ce long week-end a pris des couleurs de vacances. Au programme, ciel bleu et grand soleil sur toute la Martinique. Pour les professionnels du tourisme, les jours fériés du mois de mai tiendront leurs promesses. Mais voilà, ils commencent très timidement. Quelle est la tendance? Élément de réponse avec Volana Razafi Manansoa. Pour ce long week-end aux Trois-Îlets, beau temps et promenade sur le front de mer. Déjà, on a commencé par un petit bain de mer. Et puis demain, peut-être le jardin de Balata. On va profiter du plaisir d'être en Martinique. On va sortir tous les soirs, hein, ça va être la fête tous les soirs en Martinique. Il y a des soirées de partout, donc on se prépare tranquillement. Beaucoup de gens iront à la plage. Mais moi, personnellement, j'évite la plage quand elle est trop encombrée. À la pointe du bout, les commerçants ont mis les petits plats dans les grands pour recevoir l'afflux de clients. Mais si le soleil est au rendez-vous pour ce week-end prolongé, les affaires ne sont pas au beau fixe. Parce que là, à ce moment-là, on est calme, il n'y a plus de touristes. Ce n'est pas que les touristes, il faut que les locaux nous fassent vivre. Vue sur mer, la suite Villa Hôtel, l'une des nombreuses structures de la ville, ne fait pas forcément recette pour cette fin de semaine. Là aussi, on compte avant tout sur le touriste martiniquais. Ce 1er mai, pour l'instant, s'annonce moyen. Mais on vient de faire une petite promo très sympathique pour les Martiniquais. Et donc, on n'est jamais à l'abri d'un client et que la tendance se renverse. Là, jusqu'au mois de septembre, on va vivre avec des résidents majoritairement. Mais si les Martiniquais boudent un peu les vacances dans l'île, les îles voisines, elles, ont le vent en poupe. Je m'en vais sur Sainte-Lucie avec une amie, là, on vient me récupérer, puis voilà quoi. On part à Sainte-Lucie pour le festival jazz. Une tendance confirmée, les îles avoisinantes tirent profit des avantages de notre calendrier. Le week-end étant quand même assez court, le client choisit la proximité. Maintenant, après, pendant les grandes vacances, il va se rendre plus loin, à Miami, en République dominicaine ou ailleurs. C'est vrai que cette année-ci, on a toutes les semaines, on a des week-ends prolongés sur le mois de mai. Donc effectivement, les gens sont pris assez tôt. Résultat, on se retrouve à quelques jours de départ avec des destinations qui sont totalement complètes, Saint-Martin, Sainte-Lucie, la Guadeloupe. Entre rester dans l'île et profiter des avantages de nos voisins, tous s'entendent en tout cas sur un point, les jours fériés, c'est bon pour le moral. Le François, terre d'expression artistique et de créativité. Les artistes de la commune se rassemblent autour d'une grande exposition, le Beaucantart. En tout, près d'une vingtaine de peintres ou bien encore de plasticiens présentent leur travail jusqu'à lundi. L'occasion ce soir de partir à la rencontre de deux créateurs aux univers bien différents. Hélène Renaud. D'un côté, un artiste masqué qui se dévoile à travers ses œuvres pour mieux dénoncer. De l'autre, une peintre qui puise sa force dans la nature.
Jean-Baptiste Close tombe le masque. Bienvenue dans son atelier de briques et de broc. Ce plasticien n'utilise que des matériaux de récupération pour ses œuvres. Là, des plaques d'aluminium pour ses masques. C'est une feuille de tôle qu'on utilise en imprimerie, donc que je récupère. C'est important, c'est de donner une seconde vie aux matériaux qu'on jette. Donc c'est de la récup, donc on peut transformer, donc on peut donner vie. Si cet artiste à la main de fer utilise tôle, mousse et cutter, Line Rose Constantin, elle, n'a recours qu'au pastel, à la peinture à huile et au coton-tige. Ça me permet de faire mes fondus et ça me permet aussi de faire des nuances de couleurs. Je suis en train de faire de l'herbe près des rochers. Et en photo, ça paraît, quand on regarde la photo, on voit bien fondu, on ne voit pas exactement l'herbe. Ça se fond dedans. Cet agent de cantine scolaire se réfugie dans la peinture. La nature est au centre des œuvres de cet autodidacte. Sa source d'inspiration, les sources d'eau. J'aime l'eau, le calme, la sérénité. Et puis ça m'inspire beaucoup. Parce que quand j'étais jeune, j'allais à la rivière avec ma mère. Du coup, tout ça, et la source, la rivière, tout ça, c'est là, dans ma tête. Quand l'une cherche à apaiser, l'autre ne veut qu'interpeller. Avec ses masques, cet animateur socio-culturel veut dénoncer les ravages de la drogue. Ses œuvres reflètent la déchéance des toxicomanes. Pour les côtoyer de près quand même, donc à travers le visage, donc ça retrace toutes les souffrances, donc tout ce qu'ils endurent. Donc il y a toute une vie qui est décrite sur le visage. Donc moi j'ai préféré transformer par le masque, parce que ça fait peur aussi. Pour retrouver ces deux univers, rendez-vous à Beaucantart. L'exposition aura lieu jusqu'à lundi au François avec une vingtaine d'artistes pour faire découvrir les talents de la commune. Restez avec nous dans quelques instants. Stéphane Lupon nous présente les temps forts sportifs du week-end. Beaucoup de sports collectifs réunis, mais pas seulement. Puis dans notre JT des communes, nous prendrons la direction des Trois-Îlets où nous partirons à la rencontre de la seule corsetière de l'île. Son originalité, intégrer le Bakoua dans ses créations. Mais avant, ils ont représenté la Martinique de par le monde. Cette formation est aussi considérée comme l'un des meilleurs groupes folkloriques de la Martinique. Le ballet Pomme Cannelle fête ses 35 ans cette année. Pour en parler, nous recevons ce soir le créateur et directeur artistique de la compagnie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pomme Cannelle a foulé les planches du Casino de Paris. On vous a vu également sur scène lors du concert du mythique groupe Cassav au Stade de France. Que vous reste-t-il à accomplir que vous n'avez pas encore fait? Vous savez que mon rêve, c'est de faire l'Olympia avec Pomme Cannelle et ça se met en place petit à petit. Et aussi, il reste aussi la Chine et l'Inde qu'on n'a pas encore vraiment fait. C'est-à-dire que c'est notre rêve. On a déjà fait le Japon et bien d'autres pays. Alors, le ballet Pomme Cannelle a aussi créé l'événement dans l'hémicycle du Conseil régional. La musique adoucit les mœurs, la danse aussi, visiblement. En novembre dernier, on le voit sur ces images, vous adressiez vos remerciements à la collectivité. Et à cet effet, vous avez invité les conseillers et le président à esquisser quelques pas de danse. Cela donne des images inédites. Parfait. Parfait. En plus, pourquoi je l'ai fait? Parce que c'était sous forme de remerciement à la région. Pas seulement la région, mais tous les politiques, parce que lorsqu'un dossier passe, il faut valider. Donc, tout politique confondu. Mais vu que c'est la région qui a le monopole, sous l'égide de M. Letchimi, donc c'est eux qui ont mis en place avec, on a près de 20 emplois grâce à la région. Alors justement, l'autre étape de votre parcours, c'est la formation d'une durée de 3 ans de jeunes chômeurs au métier des arts et du spectacle. Où en est ce projet? Très bien, d'autant plus que nous sommes en formation avec Christian Emmanuel et ils sont en formation aussi avec Mounia. Et là, on prépare à partir du mois d'octobre une grosse comédie musicale avec d'autres professeurs. Alors, c'est vrai que la ville du Lamentin vous a aussi rendu hommage en janvier dernier. Votre parcours a longuement été mis en avant. Comment avez-vous vécu ce moment? Très bien. C'est-à-dire que je remercie énormément la ville. Et on dit souvent que c'est à la mort qu'on présente, on rend hommage, mais de mon vivant, on me l'a rendu. C'est une fierté pour moi, je suis très content de ce grand hommage parce que toute la Martinique entière en a bien vécu. Et en quelques lignes, s'il fallait présenter ou représenter le ballet Pomme Cannelle, qu'est-ce que vous aurez à dire maintenant, là, après 35 ans?
35 ans de bonheur. Il y a eu des hauts et des bas, mais vraiment, c'est que du bonheur. J'ai eu des jeunes avec moi jusqu'à maintenant et qui m'ont donné la force de continuer parce que ce n'est pas évident de diriger une telle troupe et même quelle que soit la vie associative, c'est très difficile. Et c'est eux qui me donnent la force et surtout ma mère, ma soeur, toute ma famille. Et c'est très important pour moi. Alors c'est vrai qu'on l'a vu sur ces images, vos inspirations sont d'origine africaine, parfois caribéenne. On a très bien compris que vous voulez également vous rendre du côté de l'Asie. Pourquoi pas voir ces mélanges? C'est vrai que c'est-à-dire que le spectacle est basé sur nos racines africaines. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on sort de l'Afrique pour arriver à nos jours. Donc, ce qui veut dire quand même que Pomme Cannelle, c'est une troupe qui sillonne aussi la Caraïbe. C'est ça. Et je suis d'une influence indienne. Donc, on retrouve aussi dans mon spectacle quelques costumes, quelques petites touches. Alors, le public, pour son plus grand bonheur, aura la possibilité d'assister aux prochaines représentations. Ce sera avec le spectacle d'Inserdance, avec plusieurs autres formations de la Martinique. Oui, tout à fait. Donc, le prochain spectacle, ce sera quand? On rappelle, en juin prochain? Non, c'est le 3 mai. Oui, c'est bien sûr. Je suis déjà sur la fête des pères. Moi, je suis sur la fête des pères parce que vous allez vous produire également sur scène pour la fête des pères. Tout à fait. Mais pour le moment, on fait le spectacle du 3 mai à l'Atrium. À l'Atrium. Donc, c'est Martinique, bel pays. Donc, il faut venir découvrir parce qu'on fait une rétrospective avec toutes nos danses depuis 35 ans. Magnifique. Et les gens vont voir qu'on a repris d'autres danses que les gens ont complètement oubliées. Ouais. Et on a invité aussi les anciens du ballet. Ils seront à l'honneur. Et je tiens à remercier énormément tout le peuple martiniquais qui nous pousse. Très bien, Jessie, je vous remercie. Puis rendez-vous le 3 mai prochain sur les planches de l'Atrium. À 16h. Au revoir. Merci. Ouvrons une page sportive pour continuer. L'hippodrome de Carrère accueillait cet après-midi le Grand Prix de la région Martinique. Une étape qui marque la 6e journée de compétition de la saison. Au programme, des courses sur fond d'animation musicale. Raphaël René. Oui, nous gagnons, nous placé gagnant, donc un normalement est bon. Hein. Là, on gagne en fait 26 €, donc raromisé. Il fait beau, il fait chaud, on gagne, c'est le pied. On ne peut pas arriver meilleur au 1er mai, en tout cas en 2015. Pas courante du tout, et justement d'où l'originalité de la manifestation, mais qui revêt un caractère aussi convivial que familial, que culturel, parce qu'on a Stella Gonis aussi en concert. C'est la première fois que je viens pour jouer, alors donc je vois que c'est bien. Pour un 1er mai, il y a du monde quand même, hein, c'est bien animé. Ça va, impeccable. Aujourd'hui, c'est repos, c'est la fête du travail, on veut se distraire un peu, s'amuser, et puis voilà quoi. Parlons sport toujours, comme chaque vendredi, on fait le point sur les événements sportifs du week-end. Bonsoir Stéphane, on commence avec la seconde étape du Tour Junior de la Martinique. Bonsoir Célia, effectivement la seconde étape du Tour cycliste junior se courait ce matin, aujourd'hui en tout cas, en 2 tronçons. Le premier ralliait Fort-de-France-Sainte-Marie, long de 72 km. Il a été l'affaire de Brandon Baratajax, le sociétaire du CCV devant ses compatriotes Axel Carnier et Eddy Michel Lassource. Dans le même temps, il s'empare du maillot jaune qui était porté jusqu'alors par Jean-Emmanuel Lorendo du VCF. Eh bien, celui-ci, il accuse, en tout cas ce matin à l'arrivée, plus de 5 minutes de retard au classement général. Voyons le reportage, il est signé Loïc Régis. Le départ de cette deuxième étape est donné sur le Malécon. Lorendo Jean-Emmanuel, qui s'est emparé du maillot jaune la veille, et l'homme a détrôné. À la sortie de Schellcher, il y a une première échappée à Fond-la-Haye. Un groupe composé de 6 coureurs tente de se faire la belle. De courte durée, le peloton refait vite son retard. Ce n'est que partie remise. Première difficulté dans la côte de Casse-Pilote. Gaël Bordet, Enzo Falouchi, Eddy Michel Lassource, accompagné d'Axel Carnier et de Brandon Baratajax, s'échappent. L'écart est de plus de 30 secondes. Devant, le rythme est impressionnant. Au sommet de Morneau-Beu à Bellefontaine, 3 coureurs mènent les débats. Baratajax du club cycliste du Vauclin, Carnier de la Pédale d'Or Joséphine et Lassource du Madidina Bikers. Ils relèguent le groupe des poursuivants à plus d'1 minute.
À mi-parcours, le maillot jaune est en grande difficulté. Le trio de tête creuse l'écart aux mornes rouges. L'ascension de 600 mètres pèse dans les jambes, mais les 3 hommes gardent la cadence. Dans la longue descente d'Ajoupa-Bouillon, les poursuivants accusent 4 minutes et 28 secondes de retard. Barrette-Ajax et Carnier distancent également la source. Les 2 hommes se dirigent seuls vers l'arrivée à Sainte-Marie. Au sprint, Brandon Barrette-Ajax s'impose sur le fil et endosse le maillot jaune de leader au classement général. Non, c'était pas vraiment l'objectif, mais vu que Axel a fait l'attaque, il a fait les carreaux, donc je l'ai suivi. Vu que je devais défendre aussi mon maillot de point montagne, je peux remporter le tour. Enfin, on verra, c'est mon objectif. Enfin, c'était surtout pour le maillot. On a bien géré devant. Sur le final, bon, on a essayé de s'entendre pour savoir qui prenait quoi, mais bon, je me fais surprendre. C'est ça, hein, le vélo, c'est chacun son club, on a un maillot à défendre, donc voilà. Ça peut être vraiment très important parce que là, on a quand même creusé les écarts sur le maillot jaune. Et il reste encore 2 étapes et ces 2 étapes-là, on va essayer de creuser encore l'écart. Au classement général, les 2 premiers du jour n'ont que 4 secondes d'écart, autant dire que rien n'est joué. L'étape de demain partira du Robert pour arriver à Sainte-Luce. Et Stéphane Lupon, il y a eu un second tronçon cet après-midi. Quels sont les résultats? Second tronçon cet après-midi et chose rarissime. C'est le même tiers, c'est le même trio qui remporte, et dans le même ordre, c'est vrai. Donc, Brandon Barrette-Ajax remporte le contre-la-montre. Il est suivi de Axel Carnier de la pédale d'or Joséphine et de Eddy Michel Lassource. Donc, ces 3 hommes sont en train de faire mes basses sur ce Tour cycliste junior. Et ce ne sont pas les principaux temps forts du week-end. Il y a également l'agenda à venir. L'agenda il sera composé de sports collectifs, vous l'avez dit. Il y a donc bien sûr la poursuite de ce Tour cycliste junior. Il y a également de l'athlétisme avec le Tchèbe Raid, course un peu mythique, ce raid nature qui va se dérouler donc tout ce week-end. Les playoffs de basket vont disputer leur finale. Également le handball qui va rentrer dans sa phase finale. En tout cas, les Coupes de Martinique la Coupe de Martinique disputera ses finales chez les hommes et chez les femmes. C'est Karil Chassol qui nous présente les détails de cet agenda sportif du week-end. En football, débuté hier soir, la 23e journée du championnat de DH a vu le sacre du Golden Lion à 3 journées de la fin. Les Joséphins ont disposé du Real de Tartane sur le score de 8-1 et sont champions de Martinique. Dans le même temps, le club franciscain subit un nouveau revers battu 1-0 par le club colonial. Enfin, le dernier match au programme hier soir a vu l'US Marinoise s'imposer 5-0 face au CS Bellimois. Suite de cette 23e journée demain 16h avec 4 rencontres. Football toujours, la 6e édition du tournoi Paul Chilan, réservé au U17, a débuté également hier soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que nos sélections l'ont mal entamé. Défaite pour notre sélection B face à celle de la Guadeloupe et pour la A aux dépens de la Guyane. Suite et fin de cette compétition ce soir et demain au Diamant. En basket, les yeux seront rivés sur le hall Pélière-Donatien. Il servira de cadre à compter de demain au final des playoffs. Chez les femmes, il opposera le champion en titre, l'Éclair, à la Gauloise. Et au masculin, l'USAC sera face au Golden Star. En handball, c'est au Palais des Sports du Lamentin que les passionnés se retrouveront demain à l'occasion des finales de la Coupe de Martinique. À 19h au féminin, le réveil sportif sera face à la Gauloise. Puis à 21h chez les hommes, la finale mettra face à face Sainte-Anne-Cap 110 et l'ASC du COS. En volleyball également se dispute la Coupe de Martinique, mais les demi-finales cette fois. Chez les femmes, ce soir 20h, Good Luck Espoir et demain 18h30, Éveil Rayon. Au masculin ce soir 22h, le Good Luck sera face au RC Arlésien et demain 20h30, on aura droit à un Rayon Éveil. Toutes ces rencontres se disputeront au Palais des Sports de Rivière-Salée. Outre les sports collectifs, l'un des temps forts, c'est la 18e édition du Tchèbe Raid. Départ à minuit du Pricheur pour une arrivée après 91 km et 4770 mètres de dénivelé positif. Au programme également, le Tchèbe du Volcan de 48 km et le Tchèbe du Piton de 20 km. Stéphane Lupon, l'analyse de toutes ces compétitions, c'est demain dans Sport Week-end. C'est demain soir à 19h40 dans Sport Week-end. À très bientôt.
Cette information, en bref, concernant la qualité de l'air. Attention, si vous avez prévu de faire une quelconque activité sportive ce week-end, la brume de sable est toujours présente sur notre territoire. Les indices prévisionnels de la qualité de l'air pour ces prochains jours resteront élevés. Demain, il sera de 8. L'information locale et régionale continue, plein feu sur vos quartiers. Tout de suite avec votre JT des communes. Direction les Trois-Îlets où une Martiniquaise crée la sensation. Yvonne Hullery est l'unique corsetière de l'île et elle tient une petite boutique à la poterie des Trois-Îlets. Elle confectionne divers types de vêtements, mais son originalité provient du matériau qu'elle intègre dans chacune de ses créations. Il s'agit du bakwa, découverte avec Hubert Bornil et Michelet François. À la poterie des Trois-Îlets, on ne travaille pas seulement que la brique. Il existe un petit atelier qui fait les choses en grand. Alors par exemple, ce genre de chemise que je porte, ou bien le corset bakwa. Le corset, la seule corsetière de Martinique, nous avons pu la trouver. Et puis, elle réalise pas mal de choses en bakwa, nous allons la voir. Yvonne a ouvert cette petite enseigne depuis 2009, après l'obtention de son diplôme de styliste modéliste. Depuis, la jeune dame se consacre pleinement à la création de vêtements et autres accessoires dont elle est la seule à avoir le secret. Ce jour-là, nous la trouvons en pleine fabrication d'un collier. Ici, par exemple, nous avons une pièce avec des perles d'eau douce, des nacres, des pierres. Et là, ce sont les petites fleurs de cocotier, des jeunes fleurs de cocotier qui sont très résistantes. Et puis, le bakwa est toujours doublé d'une matière naturelle. Le travail de la styliste ne se limite pas à cela. Elle est par ailleurs l'unique corsetière de Martinique. Avec une touche particulière, cependant, elle y a intégré le bakwa. Ce corset, il a été trempé dans l'eau pendant une nuit pour avoir cette couleur patinée. Le bakwa se lave, se repasse. Et on peut lui donner les formes que l'on veut au repassage. La tresse de bakwa, elle prend une forme qu'elle garde en plus. Le bakwa, que l'on connaissait jusqu'à présent en chapeau, un végétal qui semble parfaitement se combiner au tissu. Du coup, cela donne de belles réalisations et la clientèle apprécie. Alors la ceinture en cuir, c'est le succès total. D'ailleurs, je n'en ai jamais en stock parce qu'elles ne tiennent pas, elles ne restent pas longtemps en boutique. Alors, ce sont des tresses pleines. La fermeture, c'est un bouton en céramique que je fabrique toujours chez nos potiers. Et alors l'intérieur, c'est là la particularité, c'est que l'intérieur est vraiment très soigné parce que le végétal peut abîmer une robe en mousseline. Les modèles d'Yvonne enregistrent une bonne pénétration sur les marchés européens chez nous. Le phénomène n'en est qu'à ses débuts. Ce n'est que maintenant que la clientèle martiniquaise commence à s'intéresser aux vêtements portant du bakwa, puisque nous sommes dans une mouvance de naturel. On le voit par les coiffures, par les bijoux. Yvonne que l'on retrouvera notamment le 24 mai au Marin, un village artisanal. Ça sera l'Ariane's Cup. Elle nous présentera ses modèles. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Rendre chez PIA.